Madame la présidente. Merci, Madame la députée. Donc, nous poursuivons avec Monsieur le député de Taschereau. Merci, Madame la présidente. Merci à ma collègue, dont je vais répéter les derniers mots. En fait, nous aussi, vous le savez, Madame la présidente, le projet de loi 1, dès le début de la session parlementaire, on a annoncé qu'on ferait tout en notre possible pour empêcher son adoption. On va évidemment voter contre, parce que pour l'instant, on est pris un peu dans le processus législatif qui est piloté par le gouvernement. Mais il est bien évident que nous demandons aussi à ce que ce projet de loi-là soit complètement retiré. C'est un projet de loi qui ne respecte pas les règles normales d'adoption d'une constitution dans un État de droit, dans un État démocratique comme le Québec. C'est un projet de loi qui bafoue un paquet de règles, qui a été écrit dans un bureau par quelques personnes seulement, qui serait adopté à majorité simple comme un simple projet de loi, alors qu'on parle de la loi des lois, de la Constitution du Québec, qui serait la matrice fondamentale du système législatif québécois. Il y a quelque chose de fondamentalement grave dans la façon de l'appliquer, de le construire, de le présenter à la population. Ce genre de projet-là mérite beaucoup plus de consultation, mérite beaucoup plus d'implication de la société québécoise, même pas juste de la société civile, Madame la présidente, de la population en entier. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit avec ce projet de loi-là. Si vous permettez, Madame la présidente, je vais argumenter sur le projet de loi 1 sous deux angles principaux. L'angle du communautaire, puisque je suis porteur du dossier de la solidarité sociale et de l'action communautaire, et aussi l'angle de l'environnement, de la santé durable et de la démocratie. Alors, comme je le disais, Madame la présidente, on ne se dote pas d'une constitution comme on adopte un règlement administratif ou une simple loi. On ne rédige pas un texte fondateur aussi important pour une nation dans un bureau fermé pour ensuite demander à la société civile de commenter ce qui est déjà scellé. Une constitution, c'est la maison commune. Et quand on construit une maison sans consulter celles et ceux qui habitent cette maison-là, il ne faut pas se surprendre que les fondations finissent rapidement par craquer. Dans le projet de loi numéro 1, tel que présenté par le gouvernement, il y a un problème fondamental. Il transforme un outil censé protéger la démocratie en un instrument de contrôle politique, Madame la présidente. Et ce sont d'abord les organismes communautaires, l'Action citoyenne et la société civile organisée du Québec qui en paieraient le prix. Donc aujourd'hui, je veux parler de deux choses qui sont intimement liées. D'abord, les atteintes portées par le projet de loi numéro 1 à l'action communautaire et aux contre-pouvoirs démocratiques qui existent actuellement au Québec, qui sont de plus en plus affaiblis par le gouvernement malheureusement, mais qui existent. Et deuxièmement, donc, je le disais, l'échec du projet de loi à inscrire une vision cohérente de l'environnement et de la santé durable dans notre texte constitutionnel. Alors d'abord, au Québec, les organismes communautaires ne sont pas des groupes de pression parmi d'autres. Ils sont des acteurs démocratiques de première ligne. Ils accompagnent des familles. Ils défendent les droits des locataires. Ils soutiennent les personnes handicapées, les femmes, les jeunes, les personnes migrantes, les personnes handicapées. Ils sont souvent le dernier recours de cette population plus vulnérable, parfois le seul recours, en fait, de cette population vulnérable, quand l'État va trop loin, quand l'État erre, quand l'État est trop lent ou trop bureaucratique. Vous le savez, chers collègues, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir dans nos bureaux de circonscription parce qu'ils rencontrent des embûches. On le fait nous-mêmes dans nos bureaux de circonscription. Mais les groupes de pression, les groupes de la société civile que sont le communautaire, le milieu communautaire, font ce travail-là également, comme moi et vous le faisons aussi. L'action communautaire autonome, c'est pas un luxe idéologique, c'est une soupape démocratique. C'est ce qui empêche une société de devenir aveugle face à ses propres angles morts. Or, le projet de loi numéro 1 s'attaque directement à cette fonction-là, Madame la présidente. Vous savez, quand on parle d'une loi sur l'autonomie constitutionnelle, on devrait parler de démocratie, de participation citoyenne, de respect des institutions. On devrait parler de renforcer la capacité du Québec à décider collectivement de son avenir. Mais ce qu'on a devant nous aujourd'hui à travers ce projet de loi-là, c'est complètement autre chose. Ce projet de loi-là
vient fragiliser des mécanismes essentiels de notre démocratie, notamment l'équilibre des contre-pouvoirs. Quelque chose de fondamental dans un État de droit, là. Le cœur du problème se trouve dans ce que plusieurs mémoires ont dénoncé avec force, notamment l'article 5 de la Loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, incluse dans le projet de loi 1. Cet article interdit à une vaste catégorie d'organismes financés par l'État de contester devant les tribunaux des lois jugées protectrices de la nation ou même de contribuer à une telle contestation. Mais Madame la Présidente, qui sont ces organismes-là qui sont visés par le projet de loi? Souvent, ce sont des groupes qui défendent les droits des locataires, les droits des travailleurs, des travailleuses, les droits des femmes, les droits des personnes vulnérables, des personnes handicapées. Ce sont des groupes qui, sur le terrain, voient les impacts réels des décisions gouvernementales. C'est là que je parlais des angles morts, Madame la Présidente. Leur dire, vous pouvez exister, vous pouvez recevoir du financement, mais vous ne pouvez pas contester l'État devant les tribunaux, c'est leur retirer un outil de travail indispensable. C'est affaiblir la capacité de la société civile à jouer son rôle de défense des droits individuels. Alors, soyons clairs, ce n'est pas une mesure technique, là. C'est une atteinte directe au droit d'ester en justice. C'est une transformation majeure de notre démocratie. C'est comme dire à la société civile, vous pouvez exister tant que vous ne dérangez pas. Vous pouvez agir tant que vous ne nous contestez pas. Et ce n'est pas tout, parce que si cette loi-là est adoptée, le gouvernement pourra, par simple décret, ajouter des organismes à l'annexe 1 du projet de loi 1. On parle potentiellement de plus de 4 500 organismes communautaires au Québec qui pourraient être ajoutés par simple décret administratif. Donc, par ce simple geste-là, administratif, cette fois-ci, on pourrait priver une grande partie de la société civile de son droit d'accès à la justice. Et que dire de l'article 9 du projet de loi 1? Cet article-là permettrait au gouvernement d'inclure dans n'importe quelle loi une disposition de souveraineté parlementaire qui empêcherait toute contestation judiciaire fondée sur les droits ou des libertés, sans justification, sans explication, sans encadrement. Autrement dit, un gouvernement pourrait décider de déroger à des droits fondamentaux simplement en affirmant qu'il protège les caractéristiques fondamentales de la nation québécoise. Mais quelles sont ces caractéristiques, Madame la Présidente? Plusieurs d'entre elles ont été adoptées sous bâillon, sans consultation, sans débat réel. Alors, comment on peut prétendre qu'elles reflètent un consensus national? Une nation, ce n'est pas figé dans le temps. Une nation, ses valeurs évoluent, sa culture évolue, sa vision de la justice évolue. Alors, prétendre figer ces caractéristiques-là pour justifier des atteintes aux droits fondamentaux, c'est très inquiétant. Parce qu'au fond, ce projet de loi-là ne renforce pas notre démocratie. Il concentre le pouvoir. Et une démocratie où les contre-pouvoirs s'affaiblissent, ce n'est pas une démocratie plus forte. C'est une démocratie qui est plus fragile. Plusieurs mémoires du milieu communautaire notamment et du milieu juridique, du barreau, du protecteur du citoyen, de la Commission des droits de la personne l'ont dit sans détour. Le projet de loi 1 affaiblit volontairement les contre-pouvoirs au Québec. Et quand on affaiblit les contre-pouvoirs, ce n'est jamais, Madame la Présidente, jamais au profit des plus vulnérables de notre société. Le gouvernement tente de justifier cette mesure-là en invoquant un principe dangereux, celui selon lequel on peut recevoir des fonds publics. En fait, celui selon lequel recevoir des fonds publics imposerait un devoir de loyauté envers l'État. Mais le financement public, ça ne doit pas être une muselière, Madame la Présidente. C'est une reconnaissance d'utilité sociale. Si on suit la logique du projet de loi 1 jusqu'au bout, on aboutit d'ailleurs à une absurdité. Plus un organisme est utile, plus il est financé, mais moins il a le droit de parler. C'est un peu contradictoire. C'est une inversion complète de la logique démocratique. Les mémoires issues des centres de femmes, des cliniques communautaires, des organismes d'éducation populaire, des groupes de défense des droits le disent clairement. Ce projet de loi-là menace l'autonomie même de l'action communautaire. Et sans autonomie, il ne reste que des sous-traitants silencieux de l'État.
Une démocratie en santé, ce n'est pas une démocratie qui est unanime, Madame la Présidente. On a besoin de cette diversité de voix, on a besoin de ce florilège d'opinions, on a besoin d'entendre ces voix qui nous disent qu'il y a des angles morts qui apparaissent et pour lesquels le gouvernement doit apporter une attention plus grande. Une démocratie, c'est parfois bruyant, c'est parfois inconfortable, c'est souvent même critique. Le projet de loi 1, lui, au contraire, cherche à organiser le silence au Québec. Il trace une ligne invisible entre les bons acteurs et les acteurs dérangeants. Il crée une citoyenneté à 2 vitesses, ceux qui peuvent contester et ceux qui doivent se taire. Et ce glissement-là, Madame la Présidente, est particulièrement inquiétant dans un texte constitutionnel parce qu'il vient figer dans le marbre une vision restrictive de la participation citoyenne. J'en viens maintenant au deuxième grand angle de mon discours, l'environnement et la santé durable. La Constitution caquiste exclut de son projet de Constitution toute mention au droit pour les Québécoises et les Québécois de vivre dans un environnement sain. C'est une valeur assez fondamentale au Québec. Je vais en parler un peu plus loin, mais ça ne s'y retrouve pas actuellement dans le projet de loi 1. Même chose pour toute responsabilité pour l'État québécois de veiller à la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Or, la CAQ nous dira peut-être que l'article 20 du projet de loi 1 affirme que l'État assure la protection du patrimoine commun de la nation québécoise et que l'eau est une ressource collective faisant partie de ce patrimoine commun. Il ne faut pas être dupe, Madame la Présidente. Cet article-là ne protège pas l'eau et encore moins les écosystèmes marins, bien au contraire. En inscrivant l'eau en tant que patrimoine commun de la nation québécoise, la Constitution, en fait, retire le caractère inappropriable de l'eau pour lui donner un nouveau statut qui ouvrirait la porte à sa privatisation. J'ai rencontré des gens d'Eau Secours il n'y a pas longtemps qui me disaient qu'il est un organisme qui œuvre à la protection et à la gestion durable responsable de l'eau, qui a déposé un mémoire dans le cadre des consultations sur le PL1. Et je vais les citer, si vous permettez. La formulation actuelle du projet de loi n'est pas en accord avec le statut juridique de l'eau au Québec. Selon l'article 1er de la loi sur l'eau et l'article 913 du Code civil du Québec, l'eau, à son état naturel, est considérée comme une chose commune. Je poursuis. Selon plusieurs experts, le statut juridique de chose commune est celui qui donne la meilleure protection à l'eau, dans une perspective de droit humain à l'eau, de pérennité de l'eau et de maintien d'équilibre des milieux de vie. En effet, les choses communes, les res communes, sont hors commerce et non appropriables par définition. Je poursuis encore. Le texte utilisé dans le projet de loi ne permet pas de rendre constitutionnel le statut de res communes de l'eau qui garantirait qu'elle demeure hors commerce. Les concepts de ressources collectives ou de patrimoine commun de la nation tels que retrouvés dans le projet de loi ne protègent pas aussi bien notre eau que sa définition dans la loi sur l'eau et le Code civil. Puisqu'une inscription constitutionnelle est en principe toujours supérieure à une loi ordinaire, le projet de loi affaiblit la protection de l'eau, puisque la loi sur l'eau devrait être conforme à cette reconnaissance constitutionnelle. Alors, c'est quand même assez drôle parce que ce que le projet de loi fait le projet de loi 1 fait sur, finalement, la protection de l'eau, c'est exactement le contraire. Elle ouvre une possibilité à la privatisation de l'eau, alors que c'est le contraire qu'on a actuellement dans les lois, actuellement en vigueur au Québec. Donc, dans le contexte où les scientifiques font consensus sur le fait que les changements climatiques et la destruction de la biodiversité constituent des enjeux graves portant atteinte à l'avenir de l'humanité, cette omission-là n'est pas banale, Madame la Présidente. La protection de l'environnement, des écosystèmes est une demande réaliste, économique et pragmatique. On le sait combien les milieux humides, les milieux naturels rendent service à la société québécoise. En harmonie avec le devoir de l'État d'assurer la pérennité de nos institutions démocratiques et du droit de vivre dans un environnement sain. Le Québec possède déjà un acquis fondamental, l'article 41.6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui reconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Or, malgré son caractère structurant, cet article n'a pas été intégré
au projet de loi de constitution que nous sommes en train de débattre. Alors pour moi, et pour ma formation politique, ce choix-là, il n'est pas neutre. Il est lourd de sens, très lourd de sens. Parce que la crise climatique s'aggrave, les impacts sur la santé publique sont documentés, les inégalités environnementales frappent toujours les mêmes quartiers, toujours les mêmes populations. Puis dans ce contexte-là, le gouvernement caquiste choisit, premièrement, de rabaisser la portée de la Charte québécoise et son caractère supraconstitutionnel en l'intégrant dans sa Constitution pour en réduire la portée juridique. Mais en plus de ça, il choisit de ne pas constitutionnaliser le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Le ministre de la Justice a choisi de ne pas intégrer l'article 46.1 à la Constitution, de même que l'ensemble des articles 39 et suivants qui protègent pourtant les droits fondamentaux des Québécois et des Québécoises. C'est le choix du ministre de la Justice. Mais ce choix-là, il n'est pas anodin. Il est lourd de sens. Madame la Présidente, la santé durable, ce n'est pas juste un dossier qui est porté par la ministre de la Santé. Ce n'est pas juste un enjeu d'accès aux soins. C'est l'air qu'on respire. C'est l'eau qu'on boit. C'est la qualité des milieux de vie dans lesquels nous passons le plus clair de notre temps. Les mémoires issues du milieu de la santé publique l'ont rappelé pendant les audiences particulières. Les maladies chroniques, les troubles respiratoires, les impacts psychosociaux de la dégradation environnementale sont déjà là, sont déjà présents, observables, mesurés, documentés. Ne pas inscrire clairement le droit à un environnement sain dans la Constitution du Québec, c'est accepter que ces enjeux-là demeurent secondaires. Et ce sont, encore une fois, les populations les plus vulnérables du Québec, celles que les organismes communautaires dont je parlais tout à l'heure au début de mon allocution, accompagnent chaque jour, qui en subissent les conséquences. Alors que nous vivons déjà les impacts des changements climatiques et que ces enjeux-là deviennent de plus en plus préoccupants pour les Québécoises, pour les Québécois, le gouvernement de la CAQ ne fait rien pour agir et nous impose une constitution qui permet aux gouvernements qui viendront de se laver les mains de ses responsabilités en matière de santé durable. Donc voilà les bases constitutionnelles que nous propose la CAQ. Un chèque en blanc pour tout gouvernement majoritaire, au service des multinationales, à l'image de Nordvolt et de Stablex qui ont défrayé la manchette et dont on a abondamment débattu ici en cette Chambre. 2 fiascos économiques et écologiques contestés devant les tribunaux, où le Québec a manqué sa chance d'affirmer sa voix résolument à l'écoute des besoins et des priorités de sa population. Avec le PL1, le gouvernement s'assure qu'à l'avenir, il y aura plus de bâtons dans les roues pour bafouer les intérêts de sa population. Alors, Madame la Présidente, au fond, ce que ce projet de loi nous propose, ce n'est pas simplement une nouvelle affirmation juridique du Québec. C'est un changement profond dans la façon dont le pouvoir s'exerce ici. On affaiblit la capacité des groupes de la société civile d'aller devant les tribunaux. On donne au gouvernement le pouvoir, par simple décret, d'élargir cette interdiction à des milliers d'organismes. On se donne la possibilité de soustraire certaines lois à toute contestation judiciaire sans avoir à en expliquer les raisons. Ça fait beaucoup. Et quand on met tout ça ensemble, on voit apparaître quelque chose de préoccupant. Parce qu'une démocratie, ce n'est pas seulement un gouvernement qui décide. C'est aussi des citoyens, des groupes, des institutions qui peuvent poser des questions, qui peuvent contester, qui peuvent débattre. C'est ça l'équilibre dans lequel on souhaite évoluer. C'est ça les contre-pouvoirs, c'est leur fonction. Quand on commence à limiter ces espaces-là, même un peu, même graduellement, on change cet équilibre-là. Et ce sont rarement les plus puissants qui en subissent les conséquences, Madame la Présidente. Ce sont les gens qui ont le moins de moyens, ceux qui dépendent des groupes communautaires, ceux qui ont besoin que quelqu'un porte leur voix. Le Québec mérite mieux. Si on veut parler d'autonomie, parlons d'une autonomie qui renforce notre démocratie, pas qui la fragilise. Parlons d'un projet qui rassemble, qui inclut, qui fait confiance aux gens. Parce qu'au final, une société forte, ce n'est pas une société où le pouvoir est concentré. C'est une société où le pouvoir est partagé, encadré et constamment remis en question. C'est ça une démocratie vivante. C'est ça qu'on devrait protéger, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le député.